Bonjour mes amis, aujourd'hui Eric Pérou, est-ce que c'est parce que c'est un moment de blues ou pas, je ne sais pas. J'ai envie de faire une vidéo qui sera pas forcément très rigolote. J'ai envie de faire une vidéo qui soit le témoignage d'un homme mûr, dirons-nous, et j'ai envie de la faire surtout dans un premier temps, pour vous qui me suivez, vous êtes, pour ceux qui me suivent réellement, 10 ou 15 selon les vidéos, ou qui m'envoyez des messages, super, j'adore votre contribution. Mais d'un autre côté, je me dis que à l'heure où il y a des gourous, où il y a des gens qui utilisent le langage des fois pour tromper les autres. Tiens, je pense qu'il est important que je me présente finalement. Qui est Eric Pérou? Pourquoi en est-il là? Qu'est-ce qui m'a amené à m'adresser à vous, à faire des vidéos? Ouais, c'est ça, c'est un petit peu le journal d'un homme mûr et de ce qu'il a amené à réfléchir de cette façon-là. Alors, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible pour que vous puissiez comprendre qui je suis et pourquoi je fais ça. Alors, si on fait un grand retour en arrière, en 1958, quelques jours avant le 5 juin 1958, date de ma naissance, mes parents, à la base dijonnais, mon père, fils du plus gros entrepreneur dijonnais à l'époque, l'entreprise Pérou, ça, ceux qui pourraient s'en souvenir aujourd'hui, doivent avoir une centaine d'années, décide de prendre sa liberté. Il a 4 frères de mémoire, 4 frères et une sœur, ils sont tous associés dans l'entreprise, et lui, bien non, c'est un esprit libre, et il a besoin de se révéler, il a besoin de faire des choses. Donc il descend dans le sud de la France, il s'installe, je vais faire en raccourci, il s'installe d'abord à Sainte-Maxime, au Palais des Dauphins, il monte son entreprise, il a une grande idée. Cette grande idée, c'est la construction, on n'est pas très loin après la guerre, la population dans le sud de la France augmente, on a besoin de plus en plus de réserves d'eau pour alimenter les villes, et donc il va se lancer dans la construction de réservoirs d'eau. Alors un réservoir d'eau, ça se construit sur une montagne, a priori, c'est le mieux, et à l'époque, je dis c'est quelques temps après la guerre, les quelques entreprises qui sont là, qui construisent des réservoirs d'eau, sont souvent dirigées par des Italiens, et mon père amène quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'il va mettre au point, on va pas dire inventer, mais quasiment, il va mettre au point des coffrages qui sont des coffrages récupérables. C'est-à-dire qu'à l'époque, les entrepreneurs manquent du bois en quantité, difficilement d'ailleurs, et ils vont coffrer ce qui deviendra un réservoir d'eau. Et à la fin du chantier, ce bois-là, on l'abandonne. Et le prochain chantier, on recommence. Mon père a une idée très lumineuse, c'est-à-dire qu'il va faire des coffrages. C'est du préfabriqué, ce qu'on voit, pratiquement du préfabriqué. Et donc ces coffrages, il va les réutiliser, c'est-à-dire qu'il va standardiser les modèles. Et il va les réutiliser. Donc effectivement, il arrive avec, je sais pas, 15, 20, 30%, je sais plus, de moins cher que les autres, donc il va prendre de très gros marchés. Saint-Raphaël, je crois, la Napoule, au-dessus de Saint-Tropez, enfin, beaucoup de réservoirs d'eau, je pense, qui existent toujours aujourd'hui, ont été construits par mon père dans ces conditions. Dijonnais dans l'âme, patriote au-delà de tout, il a toujours dit à ma mère que de toute façon tous les enfants devraient être nés à Dijon. Nous sommes bourguignons et nous restons bourguignons.
Donc quelques jours avant ma naissance, ma maman, très courageuse, pleine de moi, prendra la 4 chevaux Renault et par ce qui était la National 7 à l'époque, puisque l'autoroute n'existait pas, eh bien elle va prendre la route jusqu'à Dijon pour aller accoucher de ce qui deviendra Éric Péron. Voilà, notre serviteur. Donc je nais à Dijon, très rapidement, maman redescend effectivement à Sainte-Maxime, et je serai baptisé en l'église de Sainte-Maxime. Voilà. Les années se passent, nous nous installons, mes parents s'installent au plan de la Tour. Vous en avez peut-être entendu parler il y a 1 ou 2 ans, je crois. Parce qu'il y avait cet artiste là qui s'est séparé avec cet acteur américain qui habitait au plan de la Tour. Donc il vendait une très très grosse villa d'ailleurs. Et nous à l'époque nous étions au Préconnier, c'est-à-dire un tout petit hameau. En dessous du plan de la Tour, où mon père avait construit une très très belle maison. Nous avions à l'époque, je vous parle de ça donc c'était les années 64 à peu près, nous avions déjà la piscine, il y avait une tour pour les pigeons, nous avions une rivière, petite rivière, le Préconnier, qui passait dans la propriété. Lorsque nous sommes installés là, le temps de la construction, nous avons vécu sous une tente de l'armée américaine. Mais bon, c'est vrai que le sud du Midi le permet. Les années vont passer, je vais faire un raccourci, j'arrive à l'âge de 9 ans. Quelques années avant, quand même, autour de mes 7 ans, mon père gêne. Il gêne énormément dans le monde du bâtiment, parce qu'il y a toutes ces confréries, il y a toutes ces mafias du bâtiment. Il a pris des marchés et ça ne plaît pas. Donc dans les années, donc j'ai même avancé dans les années 62-63, alors que un membre de l'OS va être arrêté, soi-disant on trouvera sur son petit carnet le fait que mon père ait donné de l'argent pour l'OAS à l'époque. Donc ils vont essayer de lui faire un procès, ça va pas marcher parce qu'on se rendra compte que ça a été rajouté derrière, c'est du pipeau complet. Donc là ils loupent leur coup. À peu près 1 an après, donc les menaces continuent. Et ça c'est un souvenir d'enfance. C'est un soir, la nuit est tombée. Et sur cette route qui passe à côté de la propriété, il y a 2 voitures qui s'arrêtent, et là un certain nombre de gens descendent avec des fusils. On a de la chance, c'est qu'il y a un terrain qui nous sépare un petit peu de cette route, et ils vont faire des menaces à mon père d'enlever les enfants et de les tuer. Voilà l'ambiance un petit peu dans laquelle j'ai été élevé. Mon père, ne se démontant pas, sort avec son fusil, tire 2-3 coups. Pas très courageux, ces gens-là vont se sauver, donc ça se termine comme ça. En 1967, rebelote, ils essayent de faire disparaître l'entreprise de mon père, ni plus ni moins. Donc au-delà du fait qu'il lui casse certains marchés, au-delà du fait que parce que c'est des confréries, c'est de la franc-maçonnerie, c'est mélangé franc-maçonnerie, mafia, le service d'action civique, donc le SAC, qui ont des ramifications jusque dans les caisses, URSSAF, les impôts, etc. Ils vont mettre mon père en faillite, et là ils vont tout nous prendre. Voitures, meubles, maisons qui vont brader, voilà. À tel point que 10 ans après, le notaire, je sais plus son nom d'ailleurs, le notaire de mon père de l'époque, qui avait une grande sympathie pour lui, enquêtera, sans nous le dire d'ailleurs, et 10 ans après, il apprendra à mon père que jamais il n'aurait dû être mis en faillite. Jamais on aurait dû nous voler tout ce qu'on avait. Mais bon, c'est fait. Mon père, avant que tout soit vendu, s'envole pour le Canada, parce que c'est la grande période où le Canada recrute énormément. Mon père parle pas anglais. C'est un homme qui a connu un métier très très bon. Vous le verrez par la suite. Mais il a connu qu'un métier, donc il va essayer de vendre
des livres en porte-à-porte, etc. Ça marchera pas. Il se retrouvera à dormir dans des caves, etc. Petite anecdote assez sympathique, dont vous l'imaginez, il avait vraiment pas de sous sur lui. Et un jour, il mange dans un espèce de, ce qu'on en aura nous quelques années plus tard, pas un McDo, mais un espèce de libre-service comme ça, qui est dans un gros building. Et il est assis, il paye sa note, et il attend sa monnaie. Parce que la monnaie, c'est important, parce que c'est avec cette monnaie-là qu'il va pouvoir manger pour les jours suivants. Et là, il voit le caissier, la caissière, les employés, tout le monde se sauver en courant de l'immeuble. Et il poursuit la caissière en disant ma monnaie, ma monnaie, ma monnaie. Et l'immeuble était en feu. Voilà la petite anecdote. Donc il rentrera en France très rapidement, où il trouvera du travail, etc. Ce qui vous marque en tant qu'enfant, j'ai 9 ans. Ma petite amie, je vais citer son nom parce que vous savez, je crois que votre premier amour, c'est quelque chose que vous garderez toujours. Ses parents ont une propriété, une très belle propriété à côté, donc pas très loin de notre maison. Et un été, ça va être mon amour d'été. C'est Valérie Condroyer. Son père est producteur de cinéma. Mais voilà, j'emprunte le mini-vélo de sa sœur, on va au village, elle m'offre des glaces. Et puis tout ça, ça s'arrête, tout ce rêve s'arrête, parce que tout d'un coup, il faut partir parce que les huissiers sont passés, parce que l'un d'eux, et je ne peux pas lui en vouloir, nous avions un cocker, Rita, et cette chienne avait l'habitude de se mettre sous la roue de la voiture, et dès qu'on s'approchait de la voiture, elle sortait de la voiture. Et ce jour-là, un huissier, un des derniers huissiers, passe pour relever les meubles, je sais plus quoi, j'ai 9 ans, donc c'est pas simple. Et cet huissier va monter dans cette voiture, et je suis là, je suis devant la voiture, et je ne m'aperçois pas, et je ne suis pas tout seul, que la chienne est sous la roue de la voiture, et il va faire une marche arrière, et sous mes yeux, un enfant de 9 ans, il va écraser ma chienne. Je vous dis ça, c'est encore très très dur, vous voyez, c'était il y a 50 ans pourtant. Et depuis, j'en aurais connu des huissiers, et malgré ça, je les ai toujours bien reçus. Cet homme-là, c'était pas sa faute, je pense que cette chienne avait compris qu'il se passait quelque chose, et ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je pense que cette chienne s'est suicidée. Le jour où nous devons partir, donc ma maman est seule avec 4 enfants. J'ai 9 ans, mon petit frère, donc, qui est tout jeune, mon petit frère, je sais plus, d'ailleurs c'est pas bien, je me souviens pas, il doit avoir 3 ans à peu près. Et alors que quelques années avant, pour pas dire quelques mois, les week-ends à la maison, c'était grand méchoui, c'était des Porsche, c'était des Jaguars, c'était des Bentley, des gens du monde, des affaires, qui venaient se baigner dans notre piscine, qui venaient manger les méchouis organisés par nos employés et amis, je dirais, marocains, algériens, des gens extraordinaires dont j'ai déjà parlé. Eh bien, le jour où il faut que nous partions avec ma mère, avec les quelques valises qui nous restent, c'est la couturière de ma mère qui viendra nous chercher et qui nous amènera à la gare. Les autres ont disparu. Ça, c'est des images qui, même 50 ans après, vous ne pouvez pas les oublier. Vous ne pouvez pas les oublier. Et vous comprendrez peut-être l'esprit de mes remarques et le fait que j'attache si peu d'intérêt du moins à l'argent, pour en avoir eu, et vous le verrez, d'en avoir eu pas trop mal, mais aussi d'avoir vécu en HLM, et puis aujourd'hui de vivre petitement, mais gentiment et bien. Tous ces gens qui portent beau, tous ces gens qui ont de l'argent énormément, qui croient que la vie c'est ça, je pense qu'ils sont dans l'erreur.
Alors, la suite des événements, c'est quoi? C'est là encore, je vais essayer de faire un raccourci parce que c'est plus complexe que cela. Nous vivrons d'abord dans un petit village, dans un tout petit village à quelques kilomètres, quelques 80 kilomètres de Dijon, où mon père a trouvé effectivement, il a trouvé un job déjà, c'est déjà pas mal. Il a loué cette petite maison. Alors bon, c'est pas du double vitrage. Pour le chauffage, c'est juste du poêle à bois. Un poêle à bois. Je vais à l'école dans ce village où c'est la femme du maire qui fait la classe. La classe, c'est genre, je sais plus, c'est 3 ou 4 classes mélangées. Voilà. Donc j'ai 10 ans à peu près. Et là, je suis le citadin parce que mais les vêtements que j'ai, c'est les vêtements qu'on m'avait achetés lorsque ça se passait pas trop mal. Donc, je suis toujours en Bermuda, parce qu'à l'époque, même quand en hiver il fait -20, vous allez à l'école, vous êtes en Bermuda. Et là, c'est les sévices corporels. Alors, c'est pas très grave. C'est la règle en fer sur les doigts. Ceux qui ont connu ça n'existe plus aujourd'hui. C'est à genoux devant le tableau, les genoux posés sur une règle métallique. C'est les coups de règle sur les cuisses. Et là, je comprends ce que c'est que d'être l'étranger dans un village français. Et que parce que cette femme ne peut pas incriminer les fils de bons paysans qui votent pour son mari et qui sont du pays, eh bien c'est moi, le petit étranger, qui vais morfler pour eux. Alors ça encore, c'est très formateur. En bien ou en mal, je sais pas, je pourrais pas vraiment le dire, mais c'est pas forcément des bons souvenirs. C'est le souvenir de mon père, justement, cet hiver-là, qui, montant sur le toit de sa voiture, va décrocher un employé de l'EDF qui venait de se faire électrocuter sur une ligne. C'est la mort d'un petit camarade. Il y avait un champ très très pentu et nous faisions de la luge. Et mon petit copain, il a pas su s'arrêter, il a mangé un arbre, il en est mort. Vous voyez, j'ai 10 ans. Donc déjà, par rapport, je pense, à beaucoup d'enfants d'aujourd'hui, je pense que déjà à 10 ans, j'avais vécu beaucoup de choses. Donc les années passent, nous déménageons, mon père trouve un autre boulot, nous allons à Dijon, ensuite il trouve un autre boulot, nous nous retrouvons à Thionville, pour ceux qui connaissent, nous habitons au 15e étage de la Tour de l'Europe, pour ceux qui connaissent. Là, c'est les jeux dans les anciens camps militaires, c'est se baigner dans la Moselle à la sortie des égouts, des abattoirs. C'est des bons souvenirs, c'est la recherche de grenades d'entraînement dans les camps d'entraînement de l'armée, vers l'effort. Et puis nous redéménageons et là nous allons dans un HLM. Bon, c'est pas un HLM de 20 étages comme on voit, c'est un HLM, il y a, je sais pas, 4-5 étages. Là je l'ai aussi raconté, c'est-à-dire que j'arrive là, j'ai gardé ma culture bourgeoise malgré tout, parce qu'on ne se refait pas. Là j'ai 11 ans et j'habite dans un quartier, je vais au CES dans un autre quartier. Le premier jour où j'arrive au CES, j'arrive avec une paire de lunettes Ray-Ban que m'a offert mon parrain qui est chef de cabine chez Air France, qui était quand même un poste à l'époque très prestigieux. J'arrive aussi avec un attaché-caisse qui n'existe pas en France, où à part quelques chefs d'entreprise et cadres, personne n'a d'attaché-caisse rigide. Là, on va me casser le nez, rien. On va me casser le nez, un coup de boule pour me faucher mes affaires. De là, je décide de faire de la boxe française parce que je décide que plus jamais on me casserait le nez, ce qui effectivement n'arrivera plus jamais. J'explique que, et ça, je trouve que c'est important. Parce que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas comment on peut devenir une racaille dans un quartier malfamé, je dirais. Eh bien, c'est très simple. C'est très très simple de devenir une racaille. Parce que moi qui arrive avec toujours pareil, mes bermudas, mes petites chemises, mes petites cliquettes bien mises, etc. Dans mon immeuble, les familles sont souvent des migrants.
anciens déjà, mais moi mes copains sont là déjà la deuxième génération, d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais. Comme je le disais sur une autre vidéo, à l'époque, dans mon immeuble, il n'y a pas de maghrébins ou de fils de... Voilà, il n'y a pas de maghrébins. Au bahut à côté, il n'y en a pas, j'en ai pas souvenir du moins. Par contre, il y a des racailles qui sont voilà issus aussi bien de Français dits de souche que de fils de Portugais, d'Italiens, etc. Et ça maillotche, comme on disait à l'époque, ça maillotche grave quand même. Et si vous voulez vivre une vie à peu près tranquille dans des quartiers comme ça, il n'y a pas 50 solutions. Soit vous rejoignez ces groupes de racailles, soit vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, vous vous faites casser la gueule tous les jours, parce que vous avez beau faire la boxe française, tout ce que vous voulez, si vous tombez à 15 dessus, je vous garantis que vous ne ferez jamais le poids. Et ça, c'est dans le film américain qu'on peut le faire. En réalité, vous ne le faites pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, si vous avez un petit peu, un tant soit peu d'intelligence et de diplomatie, eh bien, vous finirez par vous adapter. Alors, vous adapter, je vous dirais que je n'ai jamais insulté quelqu'un qui passait dans la rue, alors que c'est vrai, il le faisait. J'ai jamais fait de pince-fesse à une fille qui passait dans la rue, alors qu'il le faisait. J'ai jamais volé une moto. À l'époque, c'était des Malaguti, Gitane-Testi, etc. Je l'ai jamais fait. Donc, je suis jamais vraiment tombé dans le système de racaille. Et pourtant, je suis devenu très rapidement le bras droit du chef de clan de mon quartier et le bras droit du chef de clan du quartier où j'allais au bahut, parce que j'avais cassé la gueule à son frère et qui m'avait dit bah toi au moins t'as des couilles, c'est bien, et voilà. Donc vous voyez comme quoi on peut quand même y arriver, on peut se démerder. Tombant là-dedans, bon moi je suis jamais vraiment tombé dans l'esprit racaille, c'est même clair, je suis jamais tombé là-dedans. Une grande chance va se présenter à mon père, c'est de trouver un contrat avec l'EDF pour aller contrôler des contrôleurs de chantier sur un chantier au Cameroun, à Edea. Et là, mon père donc va partir un petit peu avant nous, on va le rejoindre. Et là, c'est une autre vie. C'est une autre vie. Alors, nous vivons dans une maison en bois des années coloniales. Ce ne sont que des claustras, il n'y a pas de vitres, il n'y a pas de climatisation, vous l'imaginez. Mais c'est la vie rêvée. C'est la vie rêvée. Nous sommes partis, ma sœur aînée, elle, est restée en Bourgogne pour suivre ses études. Donc je me retrouve avec ma sœur Linda et mon petit frère Franck. Mon petit frère, il est moins petit maintenant. Et là, nous allons vivre, je vais vivre un peu plus d'un an d'un rêve, parce que nous avons le club à côté, alors avec le tennis, bon j'y joue pas, mais bon, la pétanque, la salle de billard où je prendrai ma première coupe. D'ailleurs, la première coupe que j'ai gagnée dans ma vie, c'était la consolante que j'avais gagnée, hein, mais c'était déjà pas mal, j'étais content. Mais voilà, le problème, c'est que ce qui se passe là, c'est quelques années, je dirais après la prise d'indépendance du Cameroun. Ce quartier où nous vivons, qui était initialement, pendant les colonies, uniquement réservé aux Blancs, eh bien, en toute logique, je dirais, puisqu'il y a la grosse société Alucam qui est donc installée aussi là, il y a des ingénieurs, des cadres supérieurs camerounais qui vont venir s'installer dans ces villages, ce qui est tout à fait logique, hein, ils en ont le statut, donc voilà. Alors la problématique, ça n'est pas ces gens-là, ce sont leurs enfants qui ont atteint l'âge de 14, 15, 16, 17, 18 ans et qui en veulent foncièrement aux Blancs. Bon, alors pourquoi il y a ce ressentiment de racisme anti-blanc et il s'avérera que j'aurai à défendre régulièrement des petits blancs, mais quand je dis des petits blancs, c'est des jeunes, des gamins de 4, 5,
moi j'en ai vu hein, se faire frapper, ils avaient 4-5 ans les gamins, par des gamins qui avaient 12-14 ans. Et moi très sportif et plutôt doué en boxe entre autres et très très souple. Hein. À l'époque je fais le grand écart sans échauffement, donc j'ai aucun problème. Et ben je me bats régulièrement, jamais pour me défendre moi parce que moi on m'emmerde jamais, mais pour défendre ces petits blancs. Bon, au bout du compte, le gouverneur de la région recevra un certain nombre de plaintes contre moi. Mes parents seront convoqués et là le marché il est clair, ce qu'on devrait faire en France d'ailleurs. C'est soit c'est toute la famille qui se casse, soit c'est votre fils qui se barre mais on n'en veut plus. Voilà. Donc je prends l'avion, je rejoins ma grande sœur à Dijon et à mon retour j'atterris à Roissy Charles de Gaulle, qui à l'époque ne possède qu'un satellite, je l'ai déjà raconté mais bon, qui ne possède qu'un satellite. Et là j'ai en mémoire quelque chose de très très troublant pour moi encore aujourd'hui. Quand on m'a viré du Cameroun, je pensais que j'étais raciste, parce que je tapais que sur des noirs. Bon. D'ailleurs ça a failli me coûter cher quand même, parce que vous croyez bien que je suis tombé aussi sur des costauds. Et j'arrive dans ce satellite et c'est vraiment une image que je garde. On a dans la vie, je pense, des images que nous gardons comme ça, parce qu'elles sont imprimées en nous. Et j'arrive dans ce satellite, donc c'est a priori de mémoire, c'est au premier étage, et je me présente devant l'escalator, donc qui me ramène à la zone d'accueil, et je marque un temps d'arrêt. Je regarde dans le hall d'accueil qui se trouve donc au rez-de-chaussée. Et je regarde ce melting pot de population. Il y a des blancs, des jaunes, des noirs, il y a de toutes les couleurs. Et je me ferai une remarque, et pourtant je suis jeune, hein, j'ai 13 ans, ou un truc comme ça, peut-être 13 ans. Et je me dis, non, tu n'es pas raciste, Eric, t'aimes pas les cons, et t'aimes pas surtout l'injustice. Et ça, je trouve que c'est important à signaler, parce que ça marquera tout le reste de ma vie. Alors par la suite, je suis mes études plus ou moins à Dijon. Rapidement, je suis interne, hein, ce qui est normal. Je suis interne au lycée Montchappet à Dijon. Rapidement, je m'aperçois que ceux qui sont en première et terminale, donc ce qu'on appelle les grands, mettre un maximum de pression sur les plus jeunes pour leur piquer ou leur dessert ou les martyriser des fois pour rien, et ça encore une fois ça m'est insupportable. Donc très rapidement je vais me battre, pas 50 fois, j'en ai pas eu besoin, hein. Pourtant il y avait des costauds, hein. Je les ai vite calmés en leur disant maintenant les gamins vous les laissez tranquilles, voilà, moi je suis là, sachez que je suis là et qu'il faut pas les emmerder, voilà. Et donc ça se passera très très bien. Très très bien. À ce titre-là, j'ai eu, je vais citer son nom, tiens, je sais pas si Charles, si un jour tu m'écoutes, j'espère que tu t'en souviendras. Charles Cornubert, fils du président de la chambre de commerce de Dijon. Charles a jamais été un mec très tanké. Et il y a toujours, vous savez, dans les bahuts, il y a toujours des petits connards, enfin des grands connards, pour faire chier les plus petits. Et Charles, bah, finalement, je le prendrai sous ma protection. Et Charles, on n'emmerdera plus jamais. Et puis, je vais vous le raconter parce que c'est l'un des événements marquants de ma vie. C'est un jour où nous sommes en rang pour rentrer au dortoir. Donc nous sommes à l'extérieur, dans l'escalier, et sur le stade qui se trouve un petit peu plus loin, je vois un groupe de 3-4, dont un gros costaud, qui sont en train de taper sur ce que je vois de loin, un plus faible, que je connais pas, mais... Et là encore, ça m'est insupportable. Donc là, je cours, ça calme tout le monde, parce que bon, Éric Perroux, on le connaît, donc dès que j'interviens, on fait plus chier le monde. Et c'est un Eurasien. Cet Eurasien, il s'appelait malheureusement Michel Buzard. Michel Buzard,
Sa mère était vietnamienne, je crois, son père français, son père était décédé. Il avait perdu un de ses frères, alors apparemment dans un entraînement un peu costaud, qui s'était tué. Et Michel, Michel, il est gros comme une ablette. C'est une ablette, Michel. C'est un garçon adorable. Et Michel, je l'amènerai à mes cours de boxe, et puis boxe française, et puis je le prendrai sous mon aile, parce que ça a été toute ma vie, ça. C'est mon histoire. Je le prendrai sous mon aile. Et Michel, les années vont passer, on va se perdre un peu de vue, évidemment. Il va continuer, lui, il va se diriger sur les sports de combat, bien sûr, mais à un beaucoup plus haut niveau que moi, et également sur la muscu. Michel, si vous allez, je sais pas si c'est d'ailleurs sur ma chaîne, mais si ça l'est pas, je vais la mettre. Michel, c'est un génie. C'est un génie. À la fin, il va ressembler à Bruce Lee. Il est taillé comme Bruce Lee. Il a la souplesse de Bruce Lee. À tel point qu'il va partir aux États-Unis. C'est la grande époque de Bruce Lee. Donc en plus, il est eurasien. Pensant faire du cinéma, ça se passera pas apparemment comme il le souhaite. Et finalement, il sera viré des États-Unis. Et lorsqu'il rentre en France, il me retrouve à l'époque, je suis en plein entraînement à la CRS 40. Non, j'étais pas CRS, mais j'étais au club de la CRS 40. C'est l'avenue Eiffel, je crois, à Dijon. Et Michel arrive. Et alors les retrouvailles extraordinaires, parce que j'ai pratiquement quitté ce jeune. Je vous dis, il était gros comme une ablette. Là, il est taillé en V, il est impressionnant. Et on décide de tirer ensemble, comme on dit. Moi en boxe française et lui avec cet art martial qu'il a appris aux États-Unis. Et c'est difficile à expliquer, mais il va me tourner autour, il est à 60 cm du sol. Je sais pas si vous imaginez, replié sur lui-même, il tourne, il vire, etc. Bon, moi c'est facile, boum boum boum, gentiment, parce que c'est un entraînement. Et à un moment, je vous garantis, je sais pas si vous avez déjà vu une sauterelle, quand ça bondit, eh bien il a fait ça. Il a bondi, il est redescendu, et quand il est arrivé au sol, il m'a donné un coup, il m'a démonté la cheville, j'ai eu 3 semaines de plâtre. J'ai donc été amené à l'hôpital. Il y avait mon cousin Philippe qui était là d'ailleurs, ce jour-là. J'ai été amené à l'hôpital, et puis la vie va passer. Et puis, bien Michel, je vais avoir de ses nouvelles. Qu'est-ce que j'allais dire ? 20 ans après, plus de 20 ans après. Michel Buzer. Rappelez-vous de ce nom, c'était un homme extraordinaire. C'est un homme qui, et vous le verrez, c'est un homme qui a eu un premier prix à l'Espace Cardin. De mémoire, c'était pour un spectacle avec des chevaux. C'est un homme qui s'est retiré 3 ans dans la forêt, seul pendant 3 ans, en autonomie, avec ses chiens. Vous verrez sur le film d'ailleurs avec ses chiens ce qu'il était capable de faire. Il continuait la muscu, il avait été le gardien du chemin du Petit Caillou, pour ceux qui connaissent à Dijon, qui est le terrain des gens du voyage, avec qui j'ai pas mal travaillé et pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs. Et pour ceux qui s'en souviendront, Michel a toujours été quelqu'un de très respecté, parce que très respectable, justement. Alors ça, c'était un peu une parenthèse que je vous faisais. Je voulais vous parler de mon ami, là, parce que ça, c'était un de mes amis, j'en ai pas eu 50, qui ont marqué ma vie. Voilà. Malheureusement, Michel, il y a 8 ans, je crois, à peu près. Mon cousin Philippe, qui lui a gardé des contacts avec lui, parce qu'ils font des footings ensemble, etc., me dit, tiens Michel, voudrais tes coordonnées. Je lui dis, bien sûr, donne mes coordonnées. Donc je rentre en contact avec Michel et je sens tout de suite qu'il va pas bien. Mais à l'époque, je suis en couple, je suis déjà en Auvergne, et je dis à Michel, mais Michel, n'hésite pas, tu viens à la maison, on va se retrouver, tu vas voir, ça va te faire du bien. Et quelques semaines ou mois après, je sais plus, parce qu'il y a des choses des fois que notre mémoire va faire oublier, eh bien il va se pendre. Il va se pendre avec un fil de fer en plus, je sais pas si vous imaginez ce que c'est. Mais avant de se pendre, il a euthanasié ses chiens. Voilà.
C'est une histoire triste, c'est l'histoire d'une vie, mais c'est l'histoire de la vie de combien de milliers de Français qui sont portés au désespoir, et c'est aussi ce message-là que j'essaye de vous retransmettre, parce que je l'ai vécu, j'ai aussi attenté à ma vie, je vais vous le dire aujourd'hui, parce que peut-être qu'un jour vous l'apprendrez, à ce titre-là, j'ai même été interné 3 fois, ouais, je suis allé chez les fous, mais quelque part, je crois que j'ai toujours été un peu fou. Bon, aujourd'hui, je suis guéri, Si on vous dit que je me suis suicidé, ne croyez pas, ça sera pas vrai. Parce que j'ai décidé de faire face à la vie. Mais vous voyez, je vous rapportais il y a quelques jours l'histoire de ce paysan qui a tout perdu. Et c'est vrai que quand je pense à ces paysans, quand je pense à ces flics, quand je pense à tous ces gens qui mettent fin à leur vie, tous les ans, ce sont des milliers en France, sachez-le, il faut en être conscient, parce que à aucun moment de leur vie ils n'ont trouvé quelqu'un pour leur tendre la main, pour les écouter. Ou bien je pense que nous vivons dans une société de merde, et je vous le redirai d'ailleurs, que nous sommes dans une société de merde, consumériste, on ne pense qu'à consommer, et ça pour moi c'est quelque chose d'impensable. Alors, pour faire, je vais revenir un petit peu, donc je suis en première B, Sciences Éco, ça se passe bien, j'ai même les résultats les plus hauts qu'on ait jamais enregistrés du point de vue des notes, parce que je m'intéresse énormément à l'actualité politique, puisque à l'époque j'ai rejoint le Front de la Jeunesse, le Front de la Jeunesse, donc qui dépend du Parti des Forces Nouvelles. C'est Alain Robert, je crois qu'à l'époque qui était le dirigeant. Un petit peu trop bobo pour moi, lors d'une visite à Paris des locaux, je m'aperçois que les militants du PFN et du FJ, c'est des bons fils de gros bourgeois parisiens qui vont casser du bolcho comme ils disent, etc. Moi c'est pas ma politique, je supporte pas ça. Je vous dis, je supporte pas l'injustice. Donc je vais passer au Front National. Je vais devenir dirigeant du Front National de la Jeunesse, donc je vais remonter la section à Dijon, qui je sais maintenant, j'ai appris il y a pas longtemps. C'est marrant d'ailleurs parce que un jeune où nos vies, du moins les vies de ses parents et de ses grands-parents se sont croisés avec la mienne à une époque, et qui aujourd'hui est dirigeant de ce mouvement-là. Après j'ai ma vie professionnelle, je quitte mes études parce que pour moi faire encore 5 ans de fac pour devenir quoi, un mec avec un costard, une cravate, ça me tente pas. En plus je suis passionné d'automobile à cause de mon frère d'ailleurs, qui lui au départ fait déjà un CAP de mécanique, et c'est lui qui me traînera là-dessus. On fait un peu de motocross, je fais quelques courses sur une Can-Am 370 Can-Am en course 500, donc avec quelques accidents, dont le dernier sur une course sur prairie où là le chirurgien qui m'avait déjà vu passer pour ma 5e fracture à la main droite, là c'était pas en moto, c'était autre chose, me dit bon écoute, t'as déjà été opéré d'un genou, là le deuxième il est mort, t'as tout le cartilage qui se balade à l'intérieur, donc le motocross c'est fini, donc je passerai à la moto de route et ça me tiendra toute ma vie. Et là j'en ai plus depuis 2 ans parce que j'ai plus les moyens, mais j'ai toujours été motard et sur des grosses cylindrées, et je n'ai jamais goûté l'asphalte. La terre en motocross je l'ai souvent goûté, mais l'asphalte jamais. Donc je ferai ma vie professionnelle. Alors, je la commencerai, je passerai sur les quelques stages de formation où je suis rentré dans des entreprises où on m'a bien pris pour un con et on a essayé de me baiser. Je ferai mon service militaire en tant que sous-officier à la BA 102, donc de Longwy, Dijon-Longwy, qui a été démilitarisé apparemment, j'ai appris ça il y a pas longtemps d'ailleurs, il y a un peu plus d'1 an apparemment, 1 ou 2 ans, je sais plus. Donc stage de formation de sous-officier, chef d'agrès donc, parce que je suis dans les pompiers, à Toul, une base infernale. Ce sont les Guadeloupéens et les Martiniquais qui font la loi. Alors que nous sommes tenus à avoir l'uniforme propre, etc. Eux ils arrivent en jogging, en basket, etc. Au réfectoire ils passent devant tout le monde.
J'en ai un qui a essayé de me dézinguer un jour, parce qu'à l'entraînement, à l'époque, nous avions encore cette fameuse barre en cuivre qui nous permettait de descendre du premier étage, mais le premier étage qui devait se situer au moins à 10 mètres à mon avis, pour pouvoir passer les camions en dessous, et qui me sautera dessus. Bon, il m'a loupé, hein. Moi je l'ai pas loupé à l'arrivée par contre. Et là, cette impression de racisme et d'inaction, je dirais, des officiers et des sous-officiers. Et là, je m'adresse aux cadres de l'armée française, mais pas seulement, je m'adresse aussi là aux politiques. Comprenez bien que si vous ne faites pas respecter la loi et le droit pour tout le monde, pareil, eh bien à un moment, il y en a un qui se sent supérieur à l'autre. Et là, à Toul, par exemple, eh bien les Guadeloupéens, fallait rien leur dire, vous comprenez? Ah oui, parce qu'on les aurait stigmatisés. Et donc, automatiquement, ils bouffaient la cervelle des petits blancs. Bon, moi, ça n'a pas marché, hein. D'ailleurs, je me suis frité là aussi. Donc, je reviendrai donc à Longwy pour faire mes classes. Là, je peux le dire aujourd'hui. Alors là, je vais vous dire un truc pour vous dire l'état d'esprit dans lequel je suis. Le colonel, j'ai perdu son nom, c'est dommage. C'était vraiment un type très très bien qui dirigeait la base à l'époque. Donc moi, je suis de la 78-12. Malheureusement, ça m'étonnerait qu'il soit encore en vie, parce que j'ai fait même presque 60 balais, donc aujourd'hui il doit en avoir au moins 80, mais pourquoi pas. Il va me citer en exemple pour ma tenue, parce que c'est vrai que moi mes vêtements sont passés au pressing, je suis toujours impeccable, je marche au pas comme il faut, je fais marcher au pas mes gars comme il faut. Par contre, quand certains ont des emmerdes avec des sous-officiers de merde, c'est moi qui vais les défendre. Donc là, je suis aimé par mes hommes. Je suis vraiment aimé par mes hommes. Ils me craignent parce qu'ils savent que avec moi, faut pas rigoler. Mais par contre, ils m'aiment parce qu'ils savent que quand ils sont dans la merde, Éric Pérou, il est toujours là. Et ça déterminera toute ma vie, je dirais. Hein. Maintenant que vous avez peut-être un peu plus l'idée de qui je suis, pour avoir connu l'injustice très très jeune, je peux pas la supporter. Pour moi, c'est quelque chose d'impossible. Et d'ailleurs, petite anecdote. J'ai oublié son nom, mais vaut mieux d'ailleurs. Lorsqu'on est rentré, donc la première fois pour les 3 jours, j'ai vu arriver un espèce de chevelu, bac plus 2, un bon baba cool, bien gauchiste, etc. D'ailleurs qui finira dans l'administration. Hein. Mais qui était sympa quand même, mais bon. Donc on est tous passés à la tonsure, hein, donc c'était ça à l'époque. Et il va faire avec moi l'école des sous-officiers, où il aura évidemment très bon résultat. Donc comme moi, il aura le grade à la fin de sa période de sergent. Ça a été la pire ordure. Ça a été la pire ordure avec ces gars. Une sous-merde. Heureusement qu'on n'était pas dans la même division, parce que franchement, pourtant on était bien potes, hein. On a fait tout l'ensemble, on a fait plein de choses. Quand il a fallu grimper sur l'échelle et qu'il s'est bloqué au 3e barreau, c'est moi qui l'ai décroché parce que personne n'arrive à le décrocher. Voilà pourquoi j'ai du mal avec les petits gauchistes, voyez. Voilà pourquoi j'ai toujours eu du mal d'ailleurs, avec beaucoup de patrons et de petits patrons, mais pas que de petits patrons, aussi de patrons, issus, je dirais, de ce qu'on appelait à une époque le prolétariat, et qui, une fois qu'ils ont, alors, soit l'armée des galons, soit parce que, quelque part, par le mérite, hein, ils ont monté les échelons, deviendront les pires enculés, il n'y a pas d'autre mot, avec leurs salariés. Voilà, ça je supporte pas, et c'est quelque chose de constant, hein, et je sais pas, si vous faites partie de ces gens-là, sachez que je vous connais, je sais comment vous fonctionnez. Et alors, est-ce que c'est le fait de vouloir mépriser votre passé et peut-être le passé de vos parents qui étaient des gens simples et que tout d'un coup ça vous monte à la tête et que vous preniez pour des champions? J'ai envie de vous dire non, vous n'êtes pas des champions. Si vous avez fait une belle carrière, tant mieux pour vous. Mais n'oubliez pas d'où vous venez. Ça m'est insupportable. Voilà. Passons là-dessus. J'ai fait une petite coupure, je vais vous dire pourquoi. C'est que je vous parlais tout de suite de l'ABA 102.
Et je vous ai parlé de ce colonel qui était un homme extraordinaire. Et je vous ai dit que j'avais un aveu à faire. J'avais un aveu à faire. Et mon colonel, je sais pas si je l'ai fini général, il faut que je vous avoue une chose. Et là, encore une fois, que ça serve d'enseignement à certains. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, j'ai été cité en exemple dans le journal de la base, comme ayant une tenue exemplaire, etc. Mais quelque part, je m'ennuyais. Je m'ennuyais profondément. Vous savez, un pompier, dans une base d'aviation, il est en mission quand il est sur piste, en attendant de savoir si un mirage va se cracher. Et c'est tout ce qu'il a à faire. Et en plus, quand vous êtes sous-officier, si vous montez une journée plus une nuit, alors une nuit c'est quoi? S'il n'y a pas de vol de nuit, ben, vous allez dormir. Et le lendemain et le surlendemain, vous êtes en récupération. Donc, je crois que j'avais compté à une époque en comptant tout, toute ma période militaire, j'avais fait moins de 180 jours sur base. Vous vous rendez compte? Moins de 180 jours sur base. Alors, mon colonel ou mon général, je sais pas, je pense pas que vous écoutiez un jour ce message, mais pour ceux qui l'écouteront, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, parce que moi ça me fait marrer, et qu'aujourd'hui, bah, ça fait, j'ai 59 ans, donc ça fait 40 ans, oui, ça fait presque 40 ans, ça fait 39 ans que j'ai fait ces conneries-là, et que j'ai envie de vous la raconter, pour vous montrer où on était déjà l'état de l'armée à l'époque. Donc je suis sous-officier, à l'époque je suis adjudant, après adjudant-chef, je deviendrai jamais sergent d'ailleurs, et je ne passerai jamais mon permis poids lourd, parce que cet adjudant d'enculé qui fait chier mes gars quand il rentre de stage de parachutisme, parce qu'il les fait parce que ça lui donne des points sur la retraite, et qui est tout le temps en récupération, enfin voilà, et le peu de temps qu'il vient passer ici, sur la base, c'est pour emmerder les gars. Voilà. Donc je vais me péter avec lui, parce que j'ai pas le genre à laisser emmerder les gars, surtout quand c'est pour rien. Et comme c'est lui qui s'occupe des permis de conduire, effectivement, il va me bloquer, et alors que c'est obligatoire. Un chef d'agrès sous-officier a obligatoirement le permis de poids lourd. Et ben il va me barrer, et je l'aurai jamais. Alors, ça n'a pas de lien, ce que je vais vous dire, mais quelque part, ça aurait pu avoir un lien. À savoir que je vais me donner des missions à moi-même, qui sera, cette mission, ça sera simplement de contourner tous les interdits de la base. Tous les interdits de la base. Alors, je me rapproche d'un Dijonais que j'ai connu un peu à l'époque, j'étais videur de boîte, et qui tient le journal de la base, et je me fais accepter très facilement lui, en plus j'ai été cité dans son journal, donc il n'y a aucun souci, et voyant que dans une pièce, une arrière-pièce on va dire, je vois qu'il y a des boîtes à chaussures avec plein de photos. Et un jour, je lui dis, mais tiens, c'est quoi ces photos? Donc je regarde un petit peu ce que c'est. Oui, il m'a dit, touche pas, c'est toutes les photos qui ont été censurées. C'est-à-dire que quand on fait paraître le journal, avant de le faire paraître, on doit présenter au colonel les articles et les photos. Et toutes ces photos-là ont été censurées. Alors, entre autres, pourquoi ces photos de mémoire, je vous dirai pas tout, mais de mémoire, parce que je les retrouve pas. Je pense pas les avoir achetées, mais je les retrouve pas. Et pourtant, je les ai promises à Jacques Klosterman, qui est un homme que j'aime beaucoup, et qui a été lui pilote sur la BA-102. On s'est croisés, on s'est pas rencontrés à l'époque. Mais Jacques, les photos, pour le moment, j'y pense. Je te les ai promises, mais je les retrouve pas. Alors sur ces photos, il y a quoi? Par exemple, il y a des vues sur le tarmac avec des pilotes libyens, alors qu'on leur a vendu des Mirages et qui viennent s'entraîner à la BA-102. Donc là, il fallait pas que ça apparaisse parce que ça n'allait pas. Une autre photo de mémoire, c'était des hélicoptères de l'armée allemande. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? J'en sais rien. Pourquoi ça a été censuré, je peux pas vous le dire. Mais ces photos, je vais les voler. J'ai jamais été voleur. Je peux vous jurer sur la tête de ma mère, ce que j'ai le plus précieux.
Je n'ai jamais été un voleur, je ne supporte pas, même le mensonge et le vol, je supporte pas. Mais là, je vais pas les voler, je vais les détourner finalement pour ne rien en faire d'ailleurs. Je vais pas les vendre aux Russes, hein. Mais je vais tourner ces photos. Une autre fois, on a un atelier, pardon. On a un atelier missile. Alors l'atelier missile, il est entouré d'un grillage de barbelés, avec un chemin de ronde et un autre grillage de barbelés, donc avec 2 portes, avec ce qu'on appelle à l'époque les cocoïs. Les cocoïs, c'est les commandos de l'air. Et un jour, je vais prendre mon courage à 2 mains et je vais prendre un vélo. Je prends un extincteur que j'accroche à l'arrière du vélo et j'arrive devant le cocoï. Et il me demande si j'ai mon laissez-passer. Je dis écoutez, non, j'en sais rien. On m'a demandé de venir changer un extincteur parce qu'il paraît que vous avez un extincteur qui est foutu. J'en sais rien. Et ce con, parce que ce con, il me laisse rentrer et je vais me balader. Je suis encore explosé de rire. Je vais me balader dans cet espace missile où, très étonnamment d'ailleurs, parce qu'on est en 78, je vois un missile posé sur son support et un technicien qui a priori déjà, alors je ne sais pas ce que c'était, je ne vais pas prendre de photos, vous l'imaginez, apparemment il a déjà alors je ne sais pas si c'est un ordinateur portable ou je ne sais pas ce que c'est, et apparemment il est en train de rentrer des données dans le missile. Ça c'est la deuxième mission que je m'étais donnée, donc mission réussie, donc j'étais content. Et puis alors la dernière que je vais vous raconter, et ça effectivement si le colonel m'entend un jour, je pense qu'il s'en souviendra parce que ça n'a pas dû lui arriver souvent dans sa vie. On est en alerte rouge. Alerte rouge sur une base tactique. Je peux vous garantir c'est du sévère, c'est-à-dire que tous les espaces sont entourés de grillages, de barbelés, de gardes, etc. Donc je m'occupe moi de la sécurité de la SSIS. Donc je mets des gars en place, on déballe tout ce qu'il fallait, etc. Et puis le souterrain stratégique, hein, attention, souterrain stratégique. Hein. L'entrée est pas très loin de là où je me trouve. Et au bizarre, je me rends compte que même la cantine elle est protégée et le souterrain il est pas protégé. Donc là, de mémoire, hein, parce que je dis ça fait presque 40 ans, je descends un escalier, je frappe à une porte. Là, il y a un mec qui ouvre un petit sas comme ça, vous savez, comme dans les boîtes de nuit. Et je me présente, je dis voilà, caporal-chef Pérou, je suis en responsabilité de la sécurité de la SSIS et je m'aperçois que votre espace n'est pas sécurisé. Et le mec, tenez-vous bien, comme le cocoï, il va me laisser rentrer. Et je vais commencer à déambuler. Oh, j'ai pas déambulé très loin parce que je suis pas allé jusqu'au bout, parce que ça va pas être très grand. Mais là, vous êtes dans une espèce de couloir qui doit faire, allez, maximum 1 mètre de large, et encore. De chaque côté, vous avez des espèces d'appareils qui clignotent de tous les côtés. Et puis ça grouille là-dedans, hein. Tous les officiers, ils sont là, officiers supérieurs, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font, j'en sais rien, peu importe. Et j'avance dans ce couloir. Et là, je tombe face à face avec le colonel, qui me connaît très bien, je vais vous dire pourquoi en plus. C'est que comme il m'aimait bien, j'étais le seul appelé à faire du tir avec les officiers. Et je crois que c'est ça qui avait fait chier mon adjudant d'ailleurs, c'est que quand j'allais faire du tir avec les officiers, c'est mon adjudant qui ramassait mes douilles. Vous imaginez la honte pour lui. Et là il me dit, Pérou, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, mon colonel, et je lui explique. Bon, il m'a dit, ok Pérou, vous pouvez repartir, merci. Et là je l'ai entendu appeler le lieutenant qui était chargé de la sécurité. Je vous explique pas ce qu'il a dû se prendre dans la gueule, le pauvre garçon. Voilà, c'était un aveu que j'avais à faire devant tout le monde, qui me tient, vous voyez, depuis presque 40 ans. Et vous vous rendez compte donc que quand en 1978, vous voyez, quand on parle de l'état de l'armée aujourd'hui, en 1978, un appelé sous-ordre, pompier, a pu rentrer en alerte rouge dans le souterrain stratégique de la base BA-102. C'est quand même assez dramatique, quoi. Donc quand on nous raconte, et je veux bien le croire, l'état de l'armée française à l'heure actuelle,
où les militaires sont obligés d'acheter leur propre équipement, j'ai envie de dire, vaut mieux pas qu'il y ait une guerre, parce que de toute façon, ça va faire comme en 39, c'est-à-dire qu'on va se battre à une demi-journée et on va passer 2 jours à courir pour que les Allemands nous rattrapent pas. Alors est-ce que ça sera les Allemands, j'en sais rien. Pour moi, ça sera plutôt les Américains, mais ça c'est une autre histoire. Donc j'en étais où? Oui, alors j'en étais donc au motocross, machin, etc. Donc mes premiers boulots, je vous dis, je fais des stages chez des gens qui ont essayé de me baiser. Moi, dans ces cas-là, je veux dire, c'était clair, et toute ma vie c'était ça, c'était je démissionne, ciao, je me casse, j'ai autre chose à faire, de toute façon j'ai d'autres compétences. Je vais travailler chez Stand 21, chez Yves Morisot. Grand respect à ce monsieur. Grand respect à ce monsieur. Yves Morisot, pour ceux qui le connaissent, c'est un chiant. C'est un chiant. Yves, tu es un chiant. Mais tu es un mec génial. Génial, et je te dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même si j'ai quitté ton entreprise, et que je pense que même encore aujourd'hui, t'as pas compris pourquoi j'étais parti, surtout que j'ai quitté cette entreprise où quand même très rapidement Yves m'a donné des responsabilités de très bon niveau. D'ailleurs j'étais le seul salarié à part le sous-directeur, qui était aussi salarié, à prendre des cours d'anglais avec Yves, Serge son frère et l'épouse de Yves, parce que je pense que Yves avait déjà des vues sur moi pour, mais ça je l'avais pas compris à l'époque, l'évolution de ce qu'il donnera à son entreprise plus tard. Sur un peu un désaccord, alors que j'ai 22 ans, hein, je suis un gamin. On me propose de devenir casseur automobile. Alors, je travaille chez Stand 21, je rencontre régulièrement Alain Prost, Jacques Lafitte, je vais même équiper, c'est marrant de se souvenir de ça. Guy Fréquelin avait acheté une Samba cabriolet à son épouse, et on va l'équiper d'un kit carrosserie anciennement Arvor. Donc Arvor avait été racheté par Stand 21. Là, je vous parle d'un temps, c'est quasiment le temps préhistorique. Et voilà, donc bon, dans les bons souvenirs, moi, d'un garçon charmant, c'était Keke Rosberg, dont le fils court maintenant. Voilà, donc je suis dans ce monde-là lorsqu'on va sur les circuits, que ce soit sur les 24 heures du Mans, ou quand je m'occupe de la commercialisation des espaces publicitaires et des boutiques commerciales sur le cirque Dijon-Prenois pour le Grand Prix de F1. J'ai 22 ans et Yves me fait confiance, et ça vaut de l'or, des gens qui vous ont fait confiance. Et peut-être que toute ma vie, c'est pas que j'aurais regretté de quitter Stand 21, parce que j'ai fait d'autres choses très très intéressantes. Mais je crois que le sentiment que j'ai, c'est peut-être d'avoir déçu un homme qui m'avait fait confiance. Et ça, Yves, si tu m'écoutes, ça m'étonnerait que tu m'écoutes un jour. Mais je te dois beaucoup. Et je t'aime beaucoup. Voilà. Donc, comme je viens de vous dire, je vais partir. Et je suis embauché dans une grosse case, c'est la plus grosse case de Dijon et je pense que du coin, où là le patron m'a dit, bon Eric, on a besoin de mecs comme toi, de mecs couillus, de mecs qui en veulent, etc. Je vais monter des magasins, une chaîne de magasins sur la France qui s'appellera Carambolage. Si tu rentres chez moi, ça sera pour devenir responsable d'un magasin donc sur Nîmes. Par contre, il faut que tu apprennes le métier, parce que le métier de la casse, c'est un métier, même si tu connais un peu d'automobile, la casse c'est autre chose. Donc effectivement, je vais démarrer à m'essigner dans tout, en plein hiver, et je vous garantis que cet hiver-là, il a fait froid, c'était une horreur. Et ben, j'ai commencé en habit pourri, dans la neige, à démonter des pièces sur des voitures, et je me souviendrai toujours de ce putain de moyeu de Citroën DS que je devais démonter, où je me suis explosé les mains, explosé en sang j'étais, et en pleurs j'étais, mais je l'ai eu ce putain de moyeu. Voilà. Je sais pas si tout ça vous intéressera, mais peut-être que ça sera fait, ce film, peut-être qu'il sera fait pour mes filles, ou peut-être pour mes petits-enfants, je sais pas. J'y arriverai pas jusqu'à dire que c'est un testament, mais
j'avais envie de vous raconter ça pour que vous puissiez comprendre pourquoi Éric Perrault, quand il fait des commentaires, comme j'en ai fait un ce matin pour défendre Emmanuel Macron, je pense que ça va étonner beaucoup de gens, mais je suis pour la justice. Voilà, je supporte pas. Ouais, c'est bizarre, parce que je me prétends national-socialiste et je supporte pas les extrémistes. Vous comprenez quelque chose, vous? Même moi, j'aime bien. Donc, pour suivre, je vais descendre effectivement dans le sud, donc à Nîmes. Parce qu'au bout de 6 mois, il va me dire, bon, bah écoute, maintenant tu te démerdes bien, tu manies bien les outils, tu manies bien les hommes, tu es capable de déterminer un prix de vente, tu es capable de tenir une comptabilité. Donc je vais descendre là. Là sur cette époque carambolage à Nîmes, qui a été une très belle époque, hein, où j'ai commencé à courir en autocross, etc., où j'ai tenu ce magasin qui gagnait de l'argent, et où j'ai beaucoup travaillé, et là je vous garantis qu'on n'était vraiment pas aux 35 heures, mais par contre dans la mesure où vous aimez votre travail, où vous y mettez du cœur, que vous fassiez 60 heures par semaine, c'est vraiment pas un problème. Là je trouverai femme. Je trouverai femme. Ce qui deviendra mon épouse a déjà une petite adorable qui a à l'époque 3 ans, Julie. Lorsque je demande la main de mon épouse, je lui dis à une condition, dans la mesure où Julie n'a pas été reconnue par son géniteur, et dans la mesure où je veux que nous formions une vraie famille, je te propose d'adopter Julie et qu'elle devienne ma fille. Donc je me marie, très belle image de cette gamine de 3 ans qui comprend les choses quelque part, mais qui les comprend sans les comprendre. Le regard de cet enfant sur moi, où tout d'un coup cet homme de 1m85 quand même, parce que je suis pas un petit gabarit, et qui devient son papa, l'église, la famille, c'est très émouvant, c'est très très beau, ce sont d'excellents souvenirs. Et Julie, après il y aura Charlotte, nous aurons une deuxième fille, Charlotte. Et Julie, elle est dans mon cœur, comme Charlotte est dans mon cœur. Excusez-moi, elle est ma fille. Et même si quelque part elle m'a un peu renié, mais c'est plus complexe, je sais pas si je vous en parlerai aujourd'hui. Non, je l'ai jamais frappé. Si, je crois qu'un jour j'ai mis le gifle. Mais non, je l'ai jamais violé. Non, je l'ai jamais martyrisé. Oui, je lui ai toujours dit, ma chérie, je t'aime. Parce que mes parents ne savaient pas le dire. Moi, j'ai appris à le dire. Mais excusez-moi, il faut que j'arrête là.